Deuxième partie de l'Africa Newsroom, Kerwin Maïzo, analyste politique, Muftaou Badarou, écrivain et journaliste, Blaise Ndoumbe-Youm, psychothérapeute et chef d'entreprise, nous accompagne depuis le début de cette émission. Victoire donc du président Paul Biya, réélu avec plus de 71% des suffrages. On en parlait depuis, en tout cas en début d'émission. Alors Blaise Youm, depuis ce matin, on sait qu'il y a un renforcement de la sécurité à Yaoundé, aux abords notamment de la poste centrale. Des camions anti-ME, des militaires et des dizaines de policiers étaient stationnés dans ce quartier parce qu'il y a eu un appel à manifester qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Donc il y a quand même une certaine tension là aujourd'hui. Et à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? Alors d'abord, il faut dire que le contexte national est compliqué avec le problème anglophone. C'est déjà en soi, il n'y a que eu, d'après les résultats, entre 5 et 8% de votants dans la zone anglophone, le sud-ouest et le nord-ouest du Cameroun. C'est un contexte d'insécurité particulier. Par ailleurs, je le disais tantôt, sur l'un des paradoxes, c'est qu'on ne peut pas être aussi plébiscité en étant voté à 70% et être en même temps dans une forme d'insécurité nationale. Ça devrait être un plébiscite. Tout le monde devrait être content, la liesse populaire. Ce paradoxe tient du fait qu'il y a eu peu de gens qui se sont déplacés pour aller voter. Pourquoi? Peu de gens se sont d'ailleurs inscrits. Bien que le candidat Cabral, Libye, soit venu avec un slogan de 11 millions d'inscrits, c'était l'objectif qu'il souhaitait pour qu'il y ait un maximum de jeunes qui représentent cette émulation populaire. Il n'a pas réussi, lui, à ramener, quand on compare les chiffres de 2011 à ceux de 2018, il n'a pas réussi à ramener cet élan populaire. On a même l'impression qu'il y a plus eu d'activité dans les réseaux sociaux que réellement là où il fallait être, c'est-à-dire dans l'urne, il fallait mettre un bulletin de vote du candidat qu'on supportait. On le voit aussi dans les missions diplomatiques et les ambassades, où la diaspora qui bouge, camerounaise, qui parle beaucoup, malheureusement ne s'est pas bougé pour aller voter comme il fallait. Et comment voulez-vous enlever quelqu'un d'un poste si on ne vote pas? Donc ce contexte est lié à certes un malaise global qu'il y a au Cameroun, bon, j'ai parlé de la partie anglophone, mais aussi les gens qui n'ont pas voté ou qui ne se sont pas déplacés, les Camerounais appellent ça le fait d'être lobotomisé, c'est-à-dire d'être résilient. Ils se sont, depuis des années, fatigués de ce pouvoir et ne se sentent même plus la force de le contester, même avec leur propre bulletin. Donc pas d'inscrits, fermeture des listes. Du coup, beaucoup d'émulation entre la fermeture des listes et le vote, mais en réalité, le peu de votants décident finalement de qui va conduire pendant encore 7 ans leur avenir. Muftaou Badarou. Moi, à mon avis, ce qui se passe au Cameroun, c'est quand même assez préoccupant. Parce que, effectivement, comme il disait tout à l'heure, quand on est presque plébiscité, il n'y a aucune raison, n'est-ce pas, de sortir l'artillerie lourde pour, n'est-ce pas, contenir l'opposition. Il y a quand même un manque de sincérité, moi je le dis, il y a un manque de sincérité dans ces résultats. À mon avis, il n'est pas possible que Camto 14%, ce n'est pas possible. Il aurait pu peut-être avoir 40%, 48%, mais 14%, ce n'est vraiment pas possible. Alors 14,23% et 6,28% pour Cabral Libye. Non, ce n'est pas possible. À mon avis, ce n'est pas possible. Si c'était possible, mais pourquoi le pouvoir n'a pas accepté la confrontation, comme je le disais tout à l'heure, la confrontation des procès-verbaux? C'était simple. Ça aurait été clair et net. Mais si le pouvoir n'a pas accepté la confrontation des procès-verbaux, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et donc moi, je ne crois pas en la sincérité de ces résultats. Voilà. Kerwin Maïzo. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à ces résultats. Ça, c'est un fait. Mais la seule chose que je peux dire, si on regarde les corps électoraux, la façon dont les choses se sont faites, la chose la plus déplorable dans l'affaire, c'est que les présidents sortants n'avaient pas besoin de se coller 71,28% de voix. Il aurait gagné peut-être d'une courte tête parce que beaucoup de gens ne sont pas allés voter. Voilà, les corps électoraux, c'est ceux qui se sont sentis le plus en insécurité et qui voulaient continuer avec l'ancien système. Ça, c'est un fait. Et il sait que dans ces corps électoraux, il aurait gagné. Mais de là à aller mettre des résultats du genre 71,28%, c'est exagéré. Moi, à la rigueur, si je ne suis pas devin, je peux me dire que bon, il pouvait gagner peut-être avec 50%, le second aurait eu peut-être 48%.
Ça pouvait être crédible. Mais c'est prendre une telle marge pour se mettre en sécurité, les discrédite en même temps. On a eu cette proximité en 1992 entre Froundi, justement, qui contestait déjà sa défaite à l'époque. L'appareil du président Biya n'était pas encore assez rodé. Il n'avait que 10 années après un coup d'État en 84 qu'il avait un peu fragilisé. Mais aujourd'hui, l'appareil est très puissant. Donc, ce qu'on peut imaginer pour que les choses s'améliorent, c'est que, qu'on le veuille ou non, le président Biya rentrera dans son dernier mandat. On est quand même dans le 7e, entre 85 ans et 92 ans. On imagine qu'il va penser enfin à l'après-lui, parce que le pays est divisé. Le pays, on parlait du corps électoral tout à l'heure, mais il y a eu un relent de tensions ethniques, des tensions tribales qui sont ressorties à cette élection, qui risquent d'amener, c'est de ça qu'on devait parler, qui risquent d'amener à la suite de l'élection un mal-vivre ensemble pour les Camerounais. On a donc peur que chacun d'entre nous se dresse les uns contre les autres. Parce que dans cette émulation, on a vu même dans les familles, la mienne et d'autres, les discussions que nous avons eues étaient tendues entre ceux qui veulent la continuité du régime en place et ceux qui veulent le changement. Et donc si ça s'était déjà tendu dans les familles, les crispations, même entre amis, il y a eu des crispations énormes entre amis, et je crains que dans le climat global qui va suivre ce plébiscite, puisqu'on va dire qu'il s'agit d'un 71%, c'est des scores qu'on ne retrouve plus dans les démocraties les plus modernes, puisqu'il y a quand même une contestation. Chaque Camerounais peut apprécier ce qu'il a reçu de président Biya en 36 ans. S'il va voter pour lui, il n'a même pas besoin de campagne. Quand vous avez fait 36 ans et bien fait les choses, on ne triche pas. On va tous voter, on dit on le veut parce qu'il a fait du bien. On n'a pas besoin de tricher. Mais à un moment donné, il y a aussi, dans ce clientélisme dont je parlais, chaque petit administrateur dans sa commune a envie de prouver que le président Biya est fort chez lui. Donc parfois, des gens tripatouillent des bulletins parce qu'il n'y a même pas de décision nationale à ce niveau. Par exemple, on a eu ce problème avec les fameux observateurs qu'on a attribués à Transparency International. Ces observateurs, il n'y en avait pas besoin. Pourquoi aller encore chercher la caution d'observateurs occidentaux pour une élection qui se passe en Afrique où le président est pratiquement sûr de gagner? Pourquoi cette caution? Et encore, ça perd du crédit parce que, tu le disais tout à l'heure, ça perd de sincérité d'amener des gens qui n'ont rien à voir avec Transparency, leur donner le ticket de Transparency aux yeux du monde, et on découvre après que ce sont de personnes lambda comme ça qu'on amène pour juste cautionner quelque chose. Ça fait désordre pour un pays, un président qui a 36 ans d'exercice. Et le deuxième danger qu'il faut souligner, on risque de vivre une espèce de syndrome du Mexique. Vous savez, au Mexique, le parti PRI est resté 70 ans au pouvoir. Et lorsque ce parti est tombé, il était tellement ancré qu'on a vu une corruption au Mexique, mais c'était du jamais vu. Et tous les problèmes que connaît actuellement le Mexique sont en partie dus au fait que le PRI a fait 70 ans au pouvoir. Et en Afrique, on aura toujours le même problème. Donc, une fois que le président Biya va commencer à préparer sa succession, il va le faire au sein de son parti. Donc le parti va rester 40, 50 ans au pouvoir, les autres n'ayant jamais exercé le pouvoir et étant restés beaucoup trop longtemps dans l'opposition, une fois au pouvoir, ils n'ont pas les réflexes. Et du coup, le temps d'apprendre et tout ça, c'est les pays qui reculent, c'est les pays qui n'avancent pas. Et ça, c'est un danger quand même énorme que courent beaucoup de pays africains, dont les Cameroun, dont on doit souligner que c'est la plus grande économie de l'Afrique centrale. Alors, à quoi faut-il s'attendre dans les prochains jours? À une bataille juridique, des résultats qui vont être contestés devant la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, Muftaou Badarou? Il y aura forcément une bataille juridique parce que je pense que M. Maurice Kamto ne va pas lâcher comme ça sa victoire supposée. Mais moi, ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'en Afrique, il faut que les pouvoirs en place arrêtent de diaboliser l'opposition. L'opposition, c'est le garde-fou. L'opposition, c'est ce qui permet, n'est-ce pas, de limiter le pouvoir absolu. Donc, l'opposition a tout son rôle à jouer. Et donc, après
une élection, on n'a pas besoin de sortir d'artillerie pour, je sais pas, ou un directeur de campagne à le mettre en prison, ou un opposant le mettre en résidence surveillée. L'opposition a tout son rôle à jouer en Afrique. Il faut que le pouvoir en place, les pouvoirs en place en Afrique, arrêtent de diaboliser l'opposition. C'est ce que je voulais ajouter. Alors, Blaise Ayoum, tout à l'heure, donc vous l'avez clairement dit, le pays est aujourd'hui divisé. Alors, voilà, on a ce 7e mandat qui va s'ouvrir dans les prochains jours. Énormément d'enjeux, des enjeux économiques, bien entendu, mais surtout, le grand enjeu reste la résolution de la crise anglophone, véritablement. Le président Biya connaît cette crise. Il a été Premier ministre au Cameroun de 1975 à 1982. Il a été directeur du cabinet civil et secrétaire général de la présidence entre 70 et 75. C'est dire qu'il connaît très bien ce problème. Malheureusement, il n'a pas pu le juguler, puisque ce problème a éclaté dans ses mains. Il est président depuis 82. Il est donc en partie responsable de la façon dont les choses ont été menées. Peut-être trompé par quelques-uns de ses proches qui n'ont pas su lui traduire la montée de la crise, mais nombreux sont ses grands collaborateurs, dont je citerai un nom, le ministre Aboué Machoui, qui a été gouverneur dans la région du Sud-Ouest et gouverneur dans la région du Nord-Ouest, dans les deux régions, qui a participé à plusieurs réunions de résolution de ces crises quand elles étaient encore toutes basses, et qu'aujourd'hui, on est tous dépassés. Je ne sais pas comment le président Biya, où il trouvera des ressources aujourd'hui, avec en plus maintenant la contestation que Kamto va ramener. On parlait tout à l'heure du Conseil constitutionnel. C'est la dernière juridiction, il n'y a plus rien après. Si le professeur Kamto, qui est d'ailleurs un professeur agrégé de droit public, voudrait se retourner contre le président Biya, il n'a que deux choix. Évidemment, solliciter la communauté internationale, pourquoi pas, s'il a les preuves de ce qu'il dira, ou alors le peuple lui-même, qui a suivi ces débats. Il faut que je vous le dise tantôt, ces débats étaient publics, ces échanges étaient publics au Conseil constitutionnel. Le Cameroun n'a pas eu de conférence nationale souveraine, à l'image de ce qui s'est passé au Congo. Donc ça a été l'occasion, là, cette fois-ci, que chacun ressorte un peu ce qu'il ressent. Et on a entendu, c'était évidemment un débat d'intellectuels, puisque c'était une pléthore d'avocats, mais qui rapportaient les problèmes sociaux des Camerounais. Donc si le président Biya est lucide, il doit l'entendre. Il doit entendre que son pays va mal, très mal. Et des intellectuels le lui ont dit, aussi bien ceux qui défendaient Kamto, Joshua Cabral, que ceux du pouvoir en place, qui défendaient le RDPC ou Elecam, etc. On a senti un malaise. Pour quelqu'un qui gagne à 70%, il y a un gros malaise. Donc il faut qu'ils prennent en compte ça. Donc très vite, qu'il tende la main à l'opposition, au lieu de lui tirer dessus, qu'il essaye, dans la mesure du possible, pour ramener ses enfants autour d'une table et essayer, derrière ça, de fermer peut-être un gouvernement de ce qu'on voit un peu partout, d'union nationale. C'est possible, une coalition. Ça, au Cameroun ? Tout est possible. Tout est possible. La politique, c'est quelque chose de très particulier. Tout est possible. Tout est dans la façon dont on considère les gens. Si vous piétinez les gens, ils ne viendront pas vers vous. Le président Biya ne s'est pas déplacé ces derniers temps en zone anglophone. Il aurait pu, même fort de son armée. On ne l'a pas amené dans cette zone. C'est dangereux pour... et je termine là-dessus, excusez-moi de prendre un peu longtemps cette parole. Je termine dessus, pourquoi? Parce que les gars de l'Ambazonie, cette zone anglophone qui est aujourd'hui en émulation, ont presque réussi leur coup en fait. Ils ne voulaient pas qu'il y ait élection chez eux. Donc il y a 5 ou 8% de gens qui sont allés voter, oui. Et on va considérer qu'il y a quand même eu élection et que le président Biya a été plébiscité. Alors que la vie de tous les jours est compliquée dans cette zone. Il y a même le Premier ministre qui est originaire de cette zone, n'a pas pu y aller voter dans sa région où il est inscrit. Donc c'est dire le malaise. Il faut tout de suite prendre le taureau par les cornes. D'accord, il a gagné. Pour éviter une crise post-électorale au Cameroun, comme on a connu au Gabon, au Mali, bien là, tout à l'heure, en Gambie et d'autres, oui. Il faut vraiment reprendre les choses en main. Donc un 7e septennat qui commence sur des enjeux... Il y a eu des quinquennats. Hein.
Voilà. Il y a la modification de la Constitution. Effectivement. Oui. Qui commence sur des enjeux extrêmement délicats. Surtout les enjeux sécuritaires, et dans la région anglophone, ça ne va pas être facile. Vous savez, lorsqu'il y a eu la grève dans l'Amazonie, comme on l'appelle, la mesure, par exemple, de suspension d'Internet, qui a coûté énormément cher aux entreprises là-bas, c'est une mesure qui a mis à genoux une région déjà à genoux. Et ça a participé aussi à la montée véritablement. Oui, ça a participé à la montée parce que, vu de l'extérieur, vu de Paris, ils étaient traités avec mépris. Hein, on ne leur tendait pas la main comme à des personnes responsables avec qui on peut discuter. La façon dont ça a été traité tellement avec mépris que si le gouvernement camerounais ne rectifiait pas les tirs, on risque demain de nous retrouver avec une république en Afrique qu'on appelle l'Amazonie. Muftaou Badarou. Ce qui est aussi important, c'est la lutte contre la pauvreté au Cameroun. On a beau résoudre les problèmes sécuritaires, mais la première sécurité, c'est la sécurité du ventre, la sécurité alimentaire. Le ministère de l'économie du Cameroun a annoncé 4% de croissance économique pour l'année 2018. 4% de croissance économique. Si les 4% ne sont pas visibles dans le panier de la ménagère, si le panier de la ménagère ne s'est pas un peu alourdi, les 4% ne seront que théoriques. Donc, grand défi pour le président Biya, réduire la pauvreté au Cameroun, lutter vraiment efficacement contre la pauvreté au Cameroun. La corruption. La corruption, évidemment, c'est concomitant. Parce que c'est un des rares pays qui a quand même eu l'honneur d'avoir été cité par Transparency International comme un des pays les plus corrompus au monde. Ouais. À l'époque, il y avait d'abord le Nigeria, ensuite le Cameroun, après le Pakistan. Donc c'est quand même un palmarès assez honteux. Et puis aussi défi qui est de taille, hein, c'est le renouvellement des infrastructures, parce que les infrastructures au Cameroun sont complètement déglinguées. Et fort heureusement, depuis 2010, le gouvernement a lancé un certain nombre de programmes pour renouveler justement ces infrastructures. Et c'est d'ailleurs même la raison pour laquelle le président s'est déplacé en Chine lors du sommet Chine-Afrique, parce qu'en marge de ce sommet, il a pu négocier, n'est-ce pas, le rééchelonnement de la dette du Cameroun et le financement de certains plans d'infrastructures. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes vos explications. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette réélection du président Paul Biya, réélu avec plus de 71% des suffrages, face notamment à Maurice Kamto qui lui prend la seconde place et Cabral Liby qui arrive donc troisième. On continue bien sûr de suivre toute cette actualité, tout ce qui se passe bien entendu au Cameroun. On vous tient, voilà, on va suivre très régulièrement. On aura bien sûr l'occasion d'en parler sur ce plateau. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Nous parlerons cette fois du Nigeria.